Bonjour à tous nos auditeurs. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour la deuxième saison du podcast Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Cet été, vous avez été très nombreux à écouter, ou réécouter d'ailleurs, les différents épisodes du podcast de la première saison. Et pour cette rentrée, le docteur William Bérébi, que j'ai grand plaisir de retrouver, a choisi de nous parler d'un sujet qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit des idées reçues, et souvent fausses d'ailleurs, qui circulent dans le langage commun. Bonjour docteur Bérébi, comment allez-vous ? Je vais très bien Clara, je vous remercie. Tout d'abord, je voulais remercier tous nos auditeurs, parce que les écoutes sont excellentes. On a eu beaucoup d'écoutes cet été, et manifestement, le podcast plaît, intéresse, et on a décidé donc de continuer à vous informer en faisant une deuxième saison. Concernant ces idées toutes faites, que l'on peut entendre dans les conversations et auxquelles vous êtes confrontés lors de vos consultations, vous allez clarifier les choses. Alors commençons par cette première phrase. La première idée reçue, ou cliché, appelons ça comme on veut, c'est la patiente qui va venir en consultation en me disant « Docteur, je vomis, je fais une gastro ». Alors souvent, c'est pas une gastro, mais des gastros, parce qu'elle décrit des épisodes répétés de vomissements, parfois avec de la diarrhée, mais souvent de vomissements isolés, et pense avoir une gastro-entérite, mais d'une façon très répétée dans l'année. Quand je vois cette patiente, la première question que je vais lui poser, c'est « Est-ce que vous avez des maux de tête ?» Et très souvent, la réponse est oui. Et en fait, cette patiente qui pense avoir des épisodes de gastro-entérite et qui a en réalité une association de céphalée, donc de maux de tête et de vomissements, est tout simplement migraineuse. Et dans ce cas, la patiente est souvent étonnée puisque ce n'est pas un diagnostic qui avait nécessairement été évoqué. Donc la migraine, ça va se caractériser par des maux de tête, donc souvent unilatérales, c'est-à-dire d'un seul côté. Ça touche beaucoup plus la femme, et il faut savoir que c'est très fréquent puisque ça touche 10 à 15% de la population mondiale. Les crises en général sont assez courtes, moins de 6 heures, et généralement moins 24 heures. Dans de rares cas, ça peut être plus long, ça peut durer jusqu'à 2 jours. Mais alors, quelle est la cause de cette migraine ? Alors la migraine, c'est en fait une espèce de suractivité cérébrale localisée qui va entraîner donc ces fameux maux de tête. Alors c'est lié en partie à une prédisposition génétique puisqu'on a identifié à ce jour un certain nombre de gènes à l'origine de cette fameuse migraine. Alors la migraine, ça peut avoir un retentissement vraiment socio-professionnel. Lorsque les crises sont répétées, qu'elles durent longtemps, c'est vraiment un handicap dans la vie courante. Alors dans la migraine, il y a deux types. Il y a la migraine sans aura, c'est-à-dire que ça va être des maux de tête, donc d'un côté, qui durent quelques heures, qui ont comme particularité d'être aggravés par le mouvement. Ça, c'est une des particularités. Et la douleur, elle est souvent pulsatile, c'est-à-dire que la patiente ressent un battement. L'intensité variable, ça va de gênant à très invalidant, selon les cas. Dans les symptômes associés, on a les symptômes digestifs, dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi des symptômes particuliers avec une sensibilité, soit à la lumière, soit au bruit, ce qui fait que le migraineux ou la migraineuse a tendance à avoir besoin de s'isoler, dans le noir en particulier. Le diagnostic de migraine, il faut savoir juste une chose, c'est que c'est un diagnostic généralement clinique, donc avec les critères que je viens d'indiquer, mais il faut au moins 5 crises pour pouvoir le poser. Ça, c'est une règle diagnostique. Alors, quand on a un doute, des fois avec un tableau un petit peu atypique, on peut être amené à prescrire un scanner ou une IRM cérébrale pour vérifier qu'il n'y a pas autre chose. Il existe un deuxième type de migraine qui est la migraine avec aura. C'est-à-dire que dans 20 à 30% des cas, on va avoir des maux de tête qui vont être précédés par un certain nombre de symptômes. Alors, ça peut être des troubles visuels, type scotome, c'est-à-dire des points scintillants devant les yeux, ou voire une altération du champ visuel. Des troubles sensitifs également, qui peuvent être au niveau des membres, au niveau des mains notamment. Et puis des troubles du langage, c'est également possible. Et des fois d'ailleurs, le diagnostic différentiel avec un accident ischémique transitoire se pose, notamment chez la femme qui fume ou chez la femme sous œstrogestatif par exemple. Donc il faut être vigilant.
Alors cette aura, ce qui précède donc la céphalée, dure en général 1 heure, pas plus. Et ensuite va arriver la crise avec donc les maux de tête et les signes digestifs que l'on connaît. Il faut également insister sur une caractéristique du syndrome migraineux, c'est que entre les crises, le patient n'a rien. Il n'y a pas de fond migraineux, il n'y a pas un fond de douleur qui persiste. Entre les épisodes, le patient va parfaitement bien, sauf cas particulier. L'association entre les vomissements et les maux de tête me conduisent à vous parler d'une particularité chez l'enfant qu'on appelle migraine abdominale. Alors la migraine abdominale, ça va se traduire par des épisodes répétés chez l'enfant de douleur, parfois avec des nausées ou des vomissements, et une pâleur. Et souvent, les parents, voire le médecin, sont un peu désorientés parce que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement bien connu. Alors ça, c'est particulier chez l'enfant. Ça peut parfois persister à l'adolescence, mais c'est exceptionnel par contre chez l'adulte. Mais c'est donc un syndrome à connaître. L'enfant a quand même mal à la tête ou pas? Non, la grande particularité justement de la migraine abdominale, c'est que l'enfant n'a pas de maux de tête, il n'a que des symptômes digestifs. C'est pour ça que souvent, il y a un retard diagnostique avant que le véritable diagnostic soit posé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous préconisez en cas de migraine? Alors en cas de migraine, il y a 2 volets si vous voulez. Il y a le volet de lutte contre les facteurs déclenchants, puisque souvent dans la migraine, il y a des facteurs déclenchants. Alors il y a le facteur hormonal, on sait que la migraine est souvent liée aux règles, et en prémenstruel, les femmes ont mal à la tête. Bon, ça on n'y peut pas grand-chose, à part un équilibre hormonal optimisé. Il y a le facteur physique également, le surmenage, ou un effort physique trop intense, c'est un facteur déclencheur de crise, comme un manque de sommeil par exemple. On a aussi des facteurs alimentaires, le fait de ne pas manger, ou de trop manger, ou de consommer trop d'alcool, c'est souvent un facteur déclenchant aussi. Autre facteur, le facteur climatique, donc trop chaud ou trop froid, ça peut déclencher une crise de migraine. Et puis bien sûr, le fameux facteur émotionnel, c'est-à-dire si vous avez une contrariété, un stress, c'est évidemment un facteur déclenchant classique de la crise migraineuse. Ça, si vous voulez, c'est donc les premières mesures à prendre. Il faut que le migraineux apprenne à identifier ces facteurs pour les juguler, en quelque sorte. Attention, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas basculer dans un comportement d'évitement systématique, c'est-à-dire ne jamais aller au chaud ou au froid ou ne jamais faire un repas gastronomique, etc. Parce que progressivement, le patient peut un peu s'exclure socialement de peur de déclencher une crise migraineuse. Alors le deuxième volet évidemment de la prise en charge, ça va être de traiter la crise migraineuse. Alors il y a les antalgiques classiques type paracétamol, donc le fameux Doliprane. Alors c'est le réflexe habituel, mais en réalité, dans la migraine, ça ne marche pas bien. Donc souvent, les patientes prennent des anti-inflammatoires, donc des AINS, ces fameux AINS, qu'elles prennent d'ailleurs par ailleurs pour des règles douloureuses, par exemple. Donc c'est un produit d'accès facile, si je puis dire, qu'elles peuvent se fournir même sans ordonnance parfois. Ça marche mieux, mais il y a un bémol, c'est qu'il y a une toxicité digestive. Donc du coup, les patientes ont souvent mal au ventre. Le mieux et le plus efficace, ce sont des médicaments qu'on appelle les triptans, qui se prennent sous forme d'un comprimé dès le début de la crise. Et alors ça, c'est vraiment magique. Les patientes à qui je le prescris disent « Ah bah c'est formidable, ça fait des années que je souffre, et avec ça, immédiatement, mes crises cessent. » Voilà, donc les triptans, c'est ça la véritable clé médicamenteuse de la crise de migraine. Et donc ce médicament, il faut le prendre juste avant la crise, quand on sent les premiers signes arriver. Il y a 2 cas de figure, la crise migraineuse classique, mais la patiente sent quand même des petits prémices de l'arrivée de la crise. Et puis, il y a la migraine avec aura, où là, il y a vraiment les symptômes très caractéristiques. Dans les 2 cas, il faut dès le début que la patiente prenne le comprimé. Plus elle le prendra tôt, plus la crise sera raccourcie. Quelle autre idée reçue entendez-vous souvent lors de vos consultations? Alors, ce que je vois souvent, ce sont des patientes ou des patients qui sont constipés et ont pris des plantes pour aller à la selle. Souvent, voilà, la patiente est constipée. Je dis patiente parce que c'est plus souvent la femme. La femme a un petit peu plus de difficultés à parler de ses problèmes de transit que l'homme. Et donc, elle va chercher sur un moteur de recherche ou aller directement à la pharmacie. Et généralement, elle veut quelque chose qui soit efficace rapidement. Malheureusement, elle va tomber sur des plantes, enfin certaines plantes,
en particulier séné, rhubarbe, cascara et bourdaine. Et donc ces 4 plantes qui sont très largement accessibles, eh bien, vont soulager la patiente au début. Mais progressivement, ce qui va se passer, c'est que ces plantes ont un effet pervers et vont progressivement paralyser le côlon. Progressivement, la patiente va devoir en prendre de plus en plus, puisque l'effet va s'estomper, puisque le côlon se paralyse progressivement. Et nous, on le voit en coloscopie, quand une patiente prend ce type de plante, le côlon il va changer de couleur, il va devenir marron progressivement. Et si ça continue, le côlon peut devenir même complètement noir. J'ai déjà vu ça, c'est quasiment même impossible de faire la coloscopie puisqu'on est dans le noir véritablement. C'est absolument étonnant. Et on voit des patientes qui, quand elles en arrivent là, peuvent rester 15 jours sans aller à la selle. Alors pourquoi il y a ce réflexe ? Parce que vous le savez tous et toutes, les plantes ont cette réputation de bénignité. Mais malheureusement, plante ne veut pas dire que c'est anodin pour la santé. Ça, faut bien l'avoir à l'esprit. Les plantes peuvent être toxiques, elles peuvent être inefficaces aussi, mais elles peuvent être toxiques et abîmer certains organes. Ça, c'est une réalité absolue, quoi. Donc, il faut bien l'avoir à l'esprit. C'est pas parce que j'ai dit ça sur le séné, etc., que les plantes sont à jeter à la poubelle. Il y a des plantes qui marchent bien dans la constipation, notamment le psyllium, l'ispagule, qui est une plante que j'utilise d'ailleurs beaucoup en consultation. Donc ça, c'est efficace sur la constipation et surtout dénué de toute toxicité. Donc si vous êtes constipé et si vous voulez prendre une plante, c'est le psyllium qu'il faut prendre, mais pas les autres. Bien évidemment, parallèlement à la prise de psyllium, il faut également recommander des mesures diététiques. Donc quand on est constipé, je vous le rappelle, il faut manger des fibres, donc légumes, 300 grammes par jour, ce qui est beaucoup, des fruits et des céréales. Donc les fibres vont vous faire aller à la selle, de même que boire, c'est utile, de l'eau minérale de préférence, et puis l'exercice physique également. Tous les légumes et les fruits contiennent des fibres. Bon, il y a un grand classique bien évidemment dans la constipation, ce sont les fameux pruneaux, qui sont tout à fait efficaces et qui aident beaucoup de personnes. Concernant les hémorroïdes, qui sont très fréquentes dans la population, est-ce qu'il y a une phrase que vous entendez souvent ? Alors oui, tout à fait. Ça aussi, c'est un grand classique dans les idées fausses. Lorsque je vois un patient en consultation, il y a une question que je vais poser systématiquement, c'est « avez-vous du sang ?» Souvent ou parfois, les patients répondent oui et enchaînent en disant « oui, mais j'ai des hémorroïdes ». Alors voilà une idée fausse qui est à la fois fausse donc et dangereuse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'ailleurs, on peut dire ici qu'on avait consacré un épisode à ce sujet, l'épisode 14 du podcast, qui était consacré donc à la maladie hémorroïdaire. La maladie hémorroïdaire, c'est vrai que c'est très fréquent, puisque une personne sur 2 de plus de 50 ans va avoir une crise hémorroïdaire dans sa vie. Le paradoxe, c'est qu'en fait, il n'y a que 30% des personnes qui consultent un gastro-entérologue pour un problème proctologique. Donc c'est peu, voilà, ça pose problème. Alors effectivement, quand un patient saigne, parfois c'est sa pathologie hémorroïdaire, mais il peut y avoir plein d'autres causes possibles. Je vous en donne quelques-unes. Ça peut être une fissure anale, ça peut être une maladie inflammatoire chronique intestinale, par exemple la rectocolite hémorragique qui va se traduire par des saignements. Et puis, ça peut être également, malheureusement, de temps en temps, une tumeur du côlon ou du rectum. Donc je vous dis tout ça, évidemment, pas pour inquiéter les auditeurs, mais il faut les alerter. Et à partir du moment où vous avez des saignements et que vous avez plus de 30 ans, ayez le réflexe de consulter un gastro-entérologue. Ainsi, il va pouvoir vous examiner, donc examen physique, examen proctologique, et poser éventuellement l'indication d'une coloscopie, a fortiori s'il existe un cas de cancer dans votre famille. Donc prudence, saigner ne veut pas dire qu'on a des hémorroïdes, et donc il faut consulter dans ce type de situation. Nous allons maintenant parler des antidouleurs, que vous utilisez notamment dans les douleurs de l'anus. Et je me pose la question suivante, est-ce qu'en en prenant régulièrement, l'effet diminue avec le temps ? Non, et c'est vrai que c'est une idée fausse très répandue. Beaucoup de patients me disent, voilà, j'ai des douleurs, mais je prends rien. Alors je leur dis, mais pourquoi ne prenez-vous rien ? Ils me disent, parce que j'ai peur de m'habituer. Alors en fait, dans les antalgiques dits de niveau 1, donc type paracétamol, il n'y a aucune accoutumance ni dépendance.
L'accoutumance ou la dépendance, c'est vrai avec les morphiniques, qui sont des antalgiques de niveau 3, mais sinon, avec les antalgiques type paracétamol, donc, il n'y a aucun problème. Donc, ce que je dis à mes patients, c'est que je ne vois pas de raison de souffrir, et qu'à partir du moment où vous prenez un médicament qui est totalement anodin, si on respecte la posologie, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Donc, pas de risque, pas de dépendance, pas d'accoutumance avec le paracétamol. J'ai une question justement concernant le paracétamol. J'ai vu qu'il était marqué sur les boîtes « Surdosage égale danger ». Pour quelle raison ? Alors effectivement, c'est marqué depuis peu sur les boîtes et c'est effectivement nécessaire. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on prend plus de 4 grammes de paracétamol, donc 4 grammes, c'est la dose maximale chez l'adulte. Donc en général, moi je préconise de prendre 3 grammes pour donner une petite marge de sécurité. Au-delà, il y a un risque d'hépatite, donc d'atteinte du foie. Ça peut être une hépatite aiguë. Et si le patient prend des fortes doses, au-delà de 5-6 grammes, eh bien, il peut faire même une hépatite fulminante, c'est-à-dire une nécrose du foie en quelque sorte, qui peut être évidemment extrêmement grave. Donc, la posologie, il faut bien la respecter, c'est 4 grammes maximum. A fortiori, si vous buvez de l'alcool d'une façon un peu excessive, puisque l'alcool va augmenter la sensibilité du foie au paracétamol. Revenons un instant à cette fameuse gastroentérite. Y a-t-il une autre idée reçue ? Alors oui, effectivement, ça c'est un sujet sensible, puisque très souvent, nous voyons en consultation des patients qui viennent pour une diarrhée qui évolue depuis plusieurs semaines. Souvent, le patient s'est diagnostiqué une gastroentérite, il a essayé de se soigner tout seul, parfois il a consulté. Et donc, les gastroentérologues, nous voyons des patients qui ont depuis plusieurs semaines de la diarrhée. Par définition, si vous voulez, une gastroentérite virale, ça dure très peu de temps, ça dure 3-4 jours grand maximum. Et puis ça cède et ça s'arrête parce que le virus s'élimine et tout reprend normalement. Donc une diarrhée qui dure, ce n'est pas normal. Si vous avez une diarrhée qui dure a fortiori plus d'une semaine, il faut absolument consulter votre médecin généraliste ou un gastroentérologue de manière à faire un certain nombre de choses. Alors ces choses, c'est quoi ? C'est un examen physique, mais avant l'examen physique, on fera bien évidemment un interrogatoire. On va demander au patient est-ce qu'il a du sang ? Est-ce qu'il a des glaires ? Ce sont des petites substances blanches dans les selles. Est-ce qu'il a maigri ? Est-ce qu'il a de la fièvre ? Etc. Donc des questions qu'il faut lui poser nécessairement. On va bien évidemment l'examiner, donc palpation de l'abdomen, examen proctologique, c'est-à-dire qu'on va regarder, notamment s'il a des saignements, la région de l'anus et du rectum. Et puis on va prescrire des examens, parce qu'une diarrhée qui dure plus d'une semaine, c'est pas normal, c'est pas viral, ça veut dire que c'est autre chose. Notamment, autre chose, ça peut être une bactérie. Donc on va lui prescrire des examens de sel pour identifier éventuellement une infection bactérienne, et puis une prise de sang pour vérifier qu'il n'a pas d'inflammation ou de perte de globules rouges ou éventuellement une baisse de fer. Et puis dans certains cas, on va être amené à faire une coloscopie. Si la diarrhée continue, qu'il y a des signes associés type amaigrissement et que les examens de sel sont normaux, eh ben, il va falloir aller plus loin. Alors plus loin pourquoi ? Parce qu'on peut identifier notamment, bien évidemment, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, par exemple une maladie de Crohn, et puis évidemment, on va toujours redouter, notamment chez une personne qui a plus de 40 ans, la possibilité d'une tumeur du côlon ou du rectum. Donc mon message, si vous voulez, est clair. Si vous avez une diarrhée qui dure plus de 7 jours, ayez le réflexe de consulter votre médecin. Vous avez longuement parlé des cancers dans l'une des émissions de la première saison de Merci Docteur. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que le cancer est une maladie génétique. Qu'en est-il ? Alors en effet, beaucoup de personnes pensent que le cancer est une maladie génétique stricto sensu, c'est-à-dire qu'ils pensent que ce sont les gènes du parent qui a entraîné le développement de la maladie. Il y a d'ailleurs eu un sondage de l'Institut national du cancer, l'INCa, en 2015, et 61% des personnes pensent que la cause première du cancer est héréditaire. Il n'y a que 5% des cancers qui ont vraiment une cause génétique. Je vous donne un exemple concret, le cancer du sein. Il y a des mutations pour le cancer du sein très précises qui vont entraîner un développement du cancer dans 60 ou 70% des cas. Voilà, ça c'est un cancer génétique.
lorsqu'on trouve la mutation, bien sûr. Mais sinon, ça représente globalement que 5% des cas, donc c'est très peu. Il y a 2 facteurs favorisants de cancer. Les facteurs environnementaux et puis la prédisposition familiale. Alors, prédisposition familiale, ça ne veut pas dire génétique. Génétique, ça veut dire qu'il y a un gène et ce gène m'a transmis le cancer. Prédisposition familiale, ça veut dire dans ma famille, il y a un certain nombre de cas de cancer, notamment digestifs, on va dire par exemple cancer du côlon, et là, de ce fait, il y a un facteur favorisant familial qui va augmenter mon risque d'avoir un cancer du côlon, en général multiplié par 4. Vous voyez, c'est la différence entre génétique et prédisposition familiale. D'ailleurs, je rappelle que nous avons consacré un épisode complet à alimentation et cancer. C'était de mémoire l'épisode 11, je crois. Alors, il faut insister sur un point, c'est qu'en fait, la survenue d'un cancer, c'est rarement une cause unique. C'est plutôt la conjonction de facteurs qui va aboutir au développement de ce fameux cancer. Et ces facteurs environnementaux, vous pouvez nous les rappeler ? Oui, bien sûr. Alors, bien évidemment, le tabac. Tabac, grand facteur de cancer. Bien sûr, les cancers bronchopulmonaires, les cancers ORL, mais aussi les cancers digestifs, notamment du pancréas, de l'estomac et de l'œsophage. Chez la femme, ça favorise le cancer du col, de l'ovaire et du sein. Donc le tabac, vous voyez, grand pourvoyeur et grand facteur favorisant. Deuxième facteur, l'alcool. L'alcool, on le sait, modifie l'ADN de celui qui le consomme et donc va augmenter le risque de cancer. Après, bien évidemment, vous avez les facteurs alimentaires, nutritionnels, donc une alimentation pauvre en fibres, donc peu de légumes, peu de fruits, peu de céréales. On a besoin d'antioxydants et de polyphénols, et ça va nous être apporté par cela. Si vous consommez trop de viande rouge, trop de charcuterie, c'est pas bon non plus. Autre facteur, la surcharge pondérale. Alors je vous rappelle que vous en avez 2 types. Vous avez le surpoids et vous avez l'obésité. Comment on le calcule ? L'IMC, c'est poids sur taille au carré. Et donc, si vous avez entre 25 et 29,9, vous êtes en surpoids. Si vous avez 30 ou plus, vous êtes en obésité. Et donc ça, c'est un facteur classique de survenue de cancer, notamment hépatique ou du côlon. Surpoids, souvent, ça va avec un manque d'exercice physique. Et j'en avais déjà parlé, mais il est important de le redire ici, c'est que l'exercice physique est un facteur protecteur contre le cancer du côlon. Autre idée très répandue concernant l'alcool, la consommation de 2 ou 3 verres d'alcool à chaque repas est sans danger pour la santé. Qu'en pensez-vous ? Alors ça, c'est une question aussi très intéressante parce que on est en France, un pays avec une culture viticole extrêmement poussée, et le goût du vin chez le Français est quelque chose de très répandu. Alors, beaucoup de personnes pensent que boire 2-3 verres à chaque repas, a fortiori si vous buvez et que vous mangez en même temps, finalement, c'est tout à fait à la fois banal et sans incidence sur la santé. Alors, c'est faux. Les normes recommandées, les doses recommandées, si je puis dire, par l'OMS, c'est 21 verres par semaine chez l'homme. C'est-à-dire 3 verres par jour, pas par repas. Mais chez la femme, c'est beaucoup moins. La femme a une sensibilité beaucoup plus grande au niveau hépatique, et donc chez la femme, c'est 2 verres. La femme a droit, entre guillemets, à 14 verres par semaine maximum. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins que ce qu'on pense généralement. 2 verres, c'est une femme, elle boit 1 verre à chaque repas, et elle est à son maximum. Au-delà, elle prend un risque. Il y a aussi un autre critère qui est ajouté dans ces recommandations, c'est le nombre de verres maximum dans une journée. C'est-à-dire que si vous consommez occasionnellement, donc c'est vrai notamment chez les jeunes, qui boivent d'une façon irrégulière, mais d'une façon plus massive, il faut savoir que le maximum recommandé, c'est 4 verres sur 24 heures, puisqu'au-delà, vous faites courir un risque à votre foie. On lit ou on entend aussi parfois que le lait ou les laitages sont mauvais pour la santé. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est une excellente question parce que, alors là, pour le coup, il y a 2 idées fausses. Alors, la première, c'est que si un patient a des symptômes digestifs liés à la prise de lait, il va avoir, par exemple, des ballonnements, des petites douleurs ou un petit peu de diarrhée. Là, ça veut dire qu'il est intolérant au lactose. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas consommer de lait ou de fromage frais.
il y a une idée fausse très répandue qui est de dire aux patients, voilà, ne consommez aucun produit laitier. En fait, il faut savoir que dans les fromages fermentés, à pâte ferme ou dure, type comté, dans les yaourts et dans le beurre, il n'y a pas de lactose, il n'y en a plus, parce que ce sont des produits travaillés en quelque sorte, et que c'est le lactose qui entraîne les symptômes. Donc si vous êtes intolérante au lactose ou intolérant au lactose, eh bien, vous pouvez parfaitement consommer d'autres produits laitiers. Deuxième idée fausse, c'est le fait que le lait serait mauvais pour la santé. Alors là, bien évidemment, moi, mon propos n'est pas du tout de critiquer le fait d'être végétarien ou végétalien par goût ou par conviction. Ça, c'est le droit de chacun. Moi, je vous parle uniquement sous l'angle médical. Alors, sous l'angle médical, qu'est-ce qu'on sait? On sait dans 2 études, notamment Mona Lisa et Monica, qui ont étudié l'impact cardiovasculaire. On s'est aperçu qu'il y avait chez les personnes qui consommaient du lait, du fromage, voire des yaourts, moins de diabète, moins de syndrome métabolique. Vous savez, c'est ce syndrome qui associe de l'hypertension artérielle, trop de cholestérol, etc. Et moins également de NASH, vous savez, cette fameuse maladie du foie liée là aussi au syndrome métabolique et notamment au surpoids. En termes de mortalité cardiovasculaire aussi, on a des résultats extrêmement intéressants puisque on s'est aperçu qu'il y avait une mortalité cardiovasculaire réduite de 40% au bout de 15 ans de suivi. Donc c'est quand même tout à fait considérable. Donc voilà, donc ça ce sont des chiffres qu'il faut avoir à l'esprit parce que le lait et les produits laitiers, globalement, sont utiles pour la santé. Alors en termes de quantité, les recommandations c'est 2 portions par jour. Donc ça peut être un verre de lait, plus une portion de fromage, par exemple. Voilà, donc à partir de 2 portions ou plus, il y a un effet protecteur sur le plan cardiovasculaire. Ça a été étudié aussi sur le plan du côlon, et on sait que consommer plus de 2 portions de produits laitiers par jour diminue le risque de cancer du côlon, mais j'avais déjà détaillé tout ça dans un épisode du podcast. Dernière petite précision et remarque, pour le lait, pensez à prendre bien évidemment du lait bio. Le lait non bio va contenir des pesticides et des antibiotiques et par conséquent va être évidemment beaucoup moins bon, c'est le moins qu'on puisse dire pour la santé. Donc prenez du lait exclusivement bio. Concernant le foie, est-ce qu'il existe aussi des idées reçues ou fausses d'ailleurs? Alors sur le foie, il y a quelque chose qu'il faut absolument dire. C'est parler de la fameuse cure détox. Alors ça, la cure détox, c'est juste quelque chose qui est complètement farfelu. Alors le foie, c'est un organe hyper important. C'est le plus gros organe du corps humain, interne, puisque le foie pèse 1,5 kg. Il a des fonctions extrêmement importantes. Il y a la fabrication de la bile qui va aider à digérer. Il y a la fabrication de substances importantes comme l'albumine, qui est une protéine, de facteurs de la coagulation pour éviter de saigner. Il va également intervenir dans le métabolisme des sucres, c'est-à-dire il va stocker les sucres type glucose, fructose, vous savez les sucres qu'on va consommer dans l'alimentation, sous forme de glycogène, qui est un sucre de réserve qu'on va utiliser en cas de besoin, en cas d'effort physique ou intellectuel. Et puis, il a bien évidemment cette fameuse fonction de détoxification. Je rappelle à nos auditeurs qu'on a consacré d'ailleurs un épisode, l'épisode 7, sur le fonctionnement du tube digestif et du foie. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez l'écouter, il est très intéressant. Donc la détoxification. Alors la détoxification, c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire que le foie, il va transformer un certain nombre de choses qu'on aura ingérées, notamment l'alcool. Il va le transformer pour qu'on puisse l'éliminer ensuite dans les urines, par exemple. Même chose pour les médicaments. Quand vous prenez un médicament, il va passer par le foie va faire un certain travail et va être dans le sang que la quantité de médicaments utile pour être efficace. Donc à partir de là, eh bien, il y a des gens qui ont développé la notion de cure de détox. Alors, ça peut être des naturopathes, ça peut être d'autres personnes. Il y a même des cliniques détox où vous passez une semaine
dans des lieux généralement très agréables, à consommer des légumes, des fruits, du thé, etc. Alors tout ça, il faut dire la vérité, ça ne repose sur aucune base scientifique. D'ailleurs, le mot détox, ce n'est pas un mot médical. Ça n'existe pas dans le langage médical. Donc, on peut oublier la cure détox. En revanche, qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement pour avoir un foie en bonne santé? C'est ça la vraie question. Alors évidemment, ne pas consommer trop d'alcool. Et donc, je vous ai indiqué tout à l'heure les recommandations de l'OMS. Il faut également ne pas consommer trop de sucre. Ça a un effet potentiellement nocif à long terme. Troisième facteur, ayez une alimentation équilibrée, notamment riche en légumes et en fruits, puisque ça va vous apporter des antioxydants. Autre point, évidemment les médicaments. Alors, quand vous prenez un médicament, alors on a parlé tout à l'heure du paracétamol, donc il faut respecter la dose maximale, 4 grammes. Il faut également faire attention aux interactions médicamenteuses. Parce que, effectivement, tous les médicaments, en gros, ont des effets indésirables possibles. Plus ou moins fréquents, plus ou moins rares. Mais ça existe. Et plus vous prenez un nombre élevé de médicaments, plus vous avez un risque élevé d'effets indésirables ou d'interactions. Donc, toujours y penser, regardez ce que vous prenez et votre médecin doit vérifier, bien évidemment, que les associations que vous prenez ne sont pas dangereuses pour le foie. Concernant donc les aliments qui sont vendus comme ayant des vertus de détox, donc, bon, tout ça est erroné. Mais quand même, il faut dire qu'il y a 3 aliments intéressants pour le foie qui semblent avoir entraîné un bienfait, c'est l'artichaut, le radis et le curcuma. Donc là, on a quelques travaux qui laissent à penser que ça peut être intéressant, mais voilà, mais n'en faites pas des cures disproportionnées ou longues, ça n'a pas d'intérêt, mais il faut l'intégrer, disons, dans son alimentation. Et quand vos patients vous disent « je suis malade, je n'ai pas de chance », qu'est-ce que vous leur répondez? Alors c'est une question presque philosophique en fait, parce que quand un patient a une maladie grave, type cancer, il va toujours se poser la question de pourquoi. Pourquoi et pourquoi moi finalement. Et bien évidemment, il cherche dans ce qui lui est arrivé des facteurs déclenchants et il évoque parfois la chance, bien évidemment. Alors la chance, ça fait partie de la vie, je ne vais pas vous dire le contraire, mais dans le cas de la médecine et des cancers, la chance, entre guillemets, est moins prégnante qu'on ne le pense. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, il y a les facteurs environnementaux dont j'ai parlé tout à l'heure, et on retrouve souvent chez les personnes qui développent un cancer, trop de tabac, trop d'alcool, du surpoids, un manque d'exercice physique ou une alimentation déséquilibrée. Et puis, la grande révélation, je dirais, de ces dernières années, c'est que le facteur chance, finalement, il tient à notre microbiote. Parce que le microbiote intestinal, et donc la dysbiose, c'est-à-dire un microbiote déséquilibré, c'est ça qui va jouer un grand rôle dans le développement des cancers. On le sait maintenant, on sait même qu'il y a des phénotypes particuliers, par exemple pour le cancer du côlon. On sait que dans certains cancers, on observe trop de certaines bactéries, pas assez d'autres bactéries. Et donc, en fait, on peut, en gros, déterminer avec l'étude du microbiote fécal, lorsqu'elle sera fiable dans quelques années, déterminer le risque de tel ou tel cancer pour une personne donnée. Donc, en fait, le facteur chance, pour moi, il existe certes, mais il y a une grande part qui revient à l'état de notre microbiote intestinal. Alors, concernant notre microbiote intestinal, la recherche avance vite. On sait de plus en plus, avec de plus en plus de précision, ce qu'il faut faire pour prévenir tel ou tel cancer. Et donc, dans les années qui viennent, on pourra en profondeur moduler notre microbiote pour réduire le risque de tel ou tel cancer. Et ce sera particulièrement pertinent dans les familles à risque, c'est-à-dire les familles où il y a déjà eu un cas de cancer. Donc pour finir sur ce point, en attendant de pouvoir médicalement modifier notre microbiote et prévenir ainsi le risque de tel ou tel cancer, il faut veiller à avoir un bon microbiote, c'est-à-dire ne pas consommer trop d'alcool, avoir une alimentation équilibrée, et puis dans cette alimentation équilibrée, je pense en premier lieu aux fameux prébiotiques qui sont la nourriture du microbiote. Merci beaucoup, Dr Bérébi, pour cette première émission passionnante et très instructive.
qui bouscule les idées reçues et qui va, je pense, aider beaucoup de nos auditeurs à y voir plus clair. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast du Dr William Bérébi sur les plateformes de streaming, mais aussi sur sa chaîne YouTube intitulée Dr William Bérébi, dans laquelle vous retrouverez également ses émissions télé. Si vous avez des questions sur le podcast ou des suggestions pour des émissions futures, vous pouvez les poser au Dr Bérébi sur son compte Instagram, Dr William Bérébi, et il se fera un plaisir d'y répondre. On se retrouve dans 4 semaines pour un nouvel épisode. Au revoir Dr Bérébi. Au revoir Clara, et à très bientôt à tous.